la justification logique de ça, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est la justification logique. La justification logique, elle tient dans cette phrase du PDG de Matsushita Electronics, qui est assez cash, puisqu'il dit « Nous gagnerons et l'Occident industriel perdra parce que vos entreprises reposent sur le modèle de Taylor. S'agissant de vos esprits, c'est encore pire. Vos patrons se chargent de la réflexion et vos ouvriers manient le tournevis. » Regardez la suite. Ce gars a très très bien compris les théories de la complexité et du chaos dont j'ai parlé ce matin. Il vous dit, le monde économique est devenu si complexe et si difficile, la survie des entreprises est si périlleuse et pleine de dangers qu'il faut mobiliser au jour le jour la moindre parcelle d'intelligence. Voilà la justification de l'entreprise libérée. Voilà la justification des nouvelles pratiques de management qu'on développe de plus en plus. Et évidemment, elle est là. Et je l'ai mise en parallèle avec cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne donne pas des ordres à tes hommes pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, tu dois donner à tes hommes le désir de la mer. Et bien c'est ça, le rôle du manager. Le rôle du manager de demain, je vais vous dire une bonne nouvelle. Le robot qui donnera le désir de la mer à vos collaborateurs, il n'est pas prêt d'être fabriqué. Donc voilà une des deux choses, il y en aura une deuxième dans un instant, qu'aucune machine ne fera à votre place. Je vous ai dit, tout ce qui est automatisable sera automatisé. Heureusement, il y a des choses qui ne seront pas automatisables, entre autres, donner le désir de la mer. Alors ça, c'est quelque chose de très important, mais justement, aujourd'hui tout le monde en parle, mais le Oser la confiance, qui est coécrit avec Vincent Lénart ici présent, et de Bertrand Martin et de Vincent Lénart, eh bien, expliquer l'expérience que j'ai eu la chance de connaître à l'époque de News-User Diesel, où j'ai fait une petite enquête là-dessus. Je n'étais pas présent en 1984, j'étais trop jeune, mais en 84, Bertrand Martin a repris une entreprise qui était, donc oui, c'était vraiment en 84, c'est il y a longtemps, hein. Oui, c'était vraiment un des tout premiers pionniers en France, avec un autre qui s'appelle Jean-François Zobrist et qui reprend au même moment une boîte qui s'appelle Favi. C'était les deux grands pionniers en France, Bertrand Martin, Jean-François Zobrist. Et donc, cette boîte étant, contrairement à Favi qui exportait bien, cette boîte est en faillite. Il y a 200 millions de francs de pertes sur 600 millions de francs de chiffre d'affaires parce qu'elle fait des moteurs diesel pour la construction navale et il y a plus de, les chantiers navals sont tous en train de fermer en France dans les années 80. Et donc, il n'y a plus de marché. Et donc, il y a des plans de licenciement prévus pour 400 personnes. Et puis, il y a des PDG qui sont succédés avant lui, qui sont arrivés avec le modèle classique. Tous derrière moi, les mecs. Allez, on se mobilise. On y va. Napoléon au pont d'Arcole, en gros. Et je ne dis pas que ça ne marche pas dans certains cas. On va y revenir. C'est ma théorie du zigzag dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui a fait autre chose. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire, au bout d'un temps, méfiez-vous, parce que ça se sait que vous ne savez pas. Hein. On dit le nouveau PDG, il ne sait même pas ce qu'il faut faire. Là, on est mal. Hein. Elle dit, mais attendez, c'est vous qui êtes dans l'entreprise. C'est vous qui allez me dire ce que vous allez faire. Voilà, on va s'organiser en petits groupes d'études et de propositions. Et c'est très important la suite. Il dit, dans 3 mois, on va tous se réunir. Et 70% de ce que vous me proposerez sera accepté. Ça, c'est très important, parce qu'on fait toujours des études, des propositions, des trucs, et puis rien n'est appliqué. Et là, il dit, je m'oblige à accepter 70% de ce que vous me proposerez. Et donc, c'est très mobilisateur. Les gens ne peuvent pas proposer n'importe quoi, puisqu'ils savent que 70% va être appliqué. D'accord? Il a fait ses groupes façon non hiérarchique. Je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, il y avait un consultant extérieur qui s'appelait Robert Sarrazac, qui est allé voir les gens et leur dire qui est-ce qui vraiment dans l'entreprise est un type qui ne roule pas pour la CGT ou pour les stocks ou pour le commercial, parce qu'il y a des guerres entre les services. Donnez-moi des noms. Si le PDG fait ça, on ne lui dira jamais. Donc c'est un type extérieur qui arrive à l'air un peu paumé et qui pose des questions. Il fait une liste de 9 personnes, de ingénieur en chef à ouvrier de base, et il dit à Bertrand Martin, allez hop, c'est ces 9-là qui doivent gérer le processus. Eh bien, on va écouter, alors, le processus, donc, ça a été fait ensuite en 84, et ça a été un big bang, ça a été un moment où justement l'entreprise a décidé toute une série de choses. Je ne rentre pas dans les détails, mais par exemple, toute une série de choses comme vendre le siège social, installer le siège social au milieu de l'usine, parce que le siège social disait nous on est bon, mais l'usine c'est le tiers-monde. L'usine bien monte la jolie, disait nous on est bon, mais les commerciaux perdent du fric. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont créé des commissions, les métiers s'expliquent. Parce que c'est une entreprise où tout le monde tirait dans les pattes de tout le monde. Donc un commercial va expliquer sa vie à un ouvrier va expliquer sa vie à un commercial. Ils vont former les ouvriers à la communication, une formation lourde, dans une boîte au bord de la faillite, parce qu'on a identifié dans ce fameux Big Bang de propositions que le fait qu'il n'y ait pas de communication entre les services ou une mauvaise était une source importante de non-productivité. Bref, il va faire plus 90% de productivité sans aucun licenciement, ça c'est un cas d'école, sauf qu'il n'y a toujours pas de marché, mais il fallait être plus productif justement pour en trouver. Ça tombe bien, il y a un commercial qui arrive en Chine, et il a un marché pour des centrales électriques
Les moteurs diesel de bateaux peuvent servir à des centrales électriques. Mais il faut livrer en 7 mois. L'entreprise ne sait pas faire. Le directeur technique dit qu'il faut 12 mois pour faire ça. Donc il réunit, c'est le référendum d'entreprise, avant que ça existe, et encore plus subtil. Il réunit 40 personnes de tout niveau hiérarchique, il dit voilà, on a une possibilité d'avoir un contrat en Chine, il faut livrer en 7 mois. Si on accepte, et qu'on n'arrive pas à tenir les délais, on est foutu à exportation alors qu'on n'a jamais exporté. Si on n'accepte pas, on est foutu aussi, qu'est-ce qu'on fait? Et il revient et sa secrétaire lui dit, 3 jours après, vous savez, monsieur le directeur, là, il y a le groupe avec qui vous avez parlé, il organise un référendum sur la commande en Chine. Ah ben je ne suis pas au courant, Bertrand Martin. Référendum auto-organisé. Et là, est-ce que je peux y voter, dit la secrétaire. Oui, vous pouvez voter. À 70%, ils votent qu'ils prennent la commande en Chine. Donc du coup, le directeur technique a folie, il dit, vous n'allez pas prendre une commande sur un vote du personnel. Ah si vous me disiez que c'est possible et eux que c'est pas possible, je serais inquiet, mais là, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc en fait, en 6 mois et pas en 7 mois, ça a été installé en Chine. En 6 mois, ça a été installé, à la grande surprise des concurrents japonais, mais les ouvriers sont revenus voir le PDG en disant, écoute, vraiment, là, ça marche pas, l'entreprise, elle est pourrie, on est venu travailler samedi, dimanche, le week-end et tout pour livrer en 6 mois, mais on ne le refera plus. Donc il a pris des consultants internationaux pour redesigner les chaînes de montage. Et dans toutes les entreprises, en général, les gens ne touchent pas à mon job. C'était des moyennes d'âge élevées en plus. Donc là, au contraire, les gens étaient pleins d'idées et voulaient au contraire arriver à améliorer le truc. Du coup, ils ont fini par faire, après quelques vicissitudes, ils ont fini par faire, je vais vite, 200 millions de francs de bénéfices au lieu de 200 millions de francs de pertes dans une entreprise qui est devenue un leader mondial dans son secteur. Et ce qui m'a le plus frappé quand j'ai été chez News Sulzer moi-même pour enquêter là-dessus à l'époque, au début des années 90, c'est que j'ai rencontré un ouvrier qui m'a dit « On a moins de commandes, alors on travaille plus ». Je lui ai dit « Attendez, pas logique ça. Vous avez moins de commandes ?» Ah oui, bien sûr. Parce que quand on voit les commandes qui baissent, sans que rien qu'on nous dise, sans que Bertrand Martin ou qui que ce soit le dise, on se réunit entre nous. On travaille à améliorer la productivité de l'entreprise. Parce que quand on voit que les commandes baissent, on sait que l'entreprise va avoir un problème. Et donc, pour éviter de retrouver les problèmes, on se réunit entre nous pour voir comment améliorer l'entreprise. Donc, quand il y a moins de commandes, il y a plus de boulot pour nous, les ouvriers. Vous vous rendez compte? Alors, vous allez maintenant entendre justement un ouvrier du groupe Sulzer que j'ai filmé à l'époque. Et après la DRH, Madame Giordano, qui a vécu cette aventure en mémoire de notre ami Bertrand Martin. Alors là, un peu de bruit, j'enlève le truc au début, parce que ça fait du bruit. On y va. On a commencé à nous demander à toutes les personnes, les gens de la base, enfin les ouvriers, moi je suis ouvrier, on nous a demandé de dire ce qui n'allait pas et de faire des propositions en disant bon voilà, aujourd'hui on travaille comme ça, on travaille de cette manière et puis mais si on travaillait d'une autre manière, ça irait mieux, on serait un peu mieux, on serait sûrement plus productif. Et puis on a fait donc des propositions et on les a remis au comité de direction en 84, enfin en juin 84 à l'Assemblée générale. C'était la première fois qu'on nous demandait, qu'on nous posait des questions, qu'on nous demandait de nous exprimer. Et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'était pas une surprise, c'était plutôt une interrogation. Qu'est-ce qu'il nous veut? Non, c'est pas facile de s'exprimer. Tout le monde le sait bien que c'est pas facile de s'exprimer. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Et puis il y a eu beaucoup de réticences. Il y avait beaucoup de personnes qui se disaient oh ben non, moi je peux pas parler. Pour tout le monde, parler devant 800 ou 1000 personnes à l'époque, je ne sais plus combien il y avait de personnes. C'était un challenge déjà ça. On ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Et puis on y a pris goût un petit peu quand même, parce que quand on a goûté à ça, on s'est dit ouais, j'ai fait une fois, pourquoi pas 2 fois. Et puis ça a permis à beaucoup de gens de s'exprimer, de communiquer, de dire ce qu'ils avaient, sans arrière-pensée, quoi. Donc, et puis avec plus de spontanéité. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tout à fait logique dans la société, c'est comme ça que l'on travaille, quoi. Alors moi qui suis ajusteur de base, et j'avais un collègue qui était tuyauteur, on faisait de la formation économique à l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on apprenait aux personnes de la société comment fonctionne un bilan, comment fonctionne qu'est-ce que c'est que la comptabilité. Alors, simplement avec nos mots à nous, avec des mots tout simples, mais c'était dans le but de faire, d'apprendre à l'ensemble des personnes ce que c'est que la comptabilité, puis c'est de pouvoir comprendre l'information, parce que si on vous donne des informations, si vous ne savez pas ce que c'est pas la peine. Donc il valait mieux, je dirais, expliquer et puis après donner l'information.
ça, c'est vraiment très fort, parce que vous voyez, c'est une entreprise qui avait tous les handicaps, même une forte syndication CGT. Et vous connaissez le discours des syndicats, les patrons vous mentent, il y a du fric caché, etc. Ok, très bien, c'est ça, oser la confiance, on va être transparent, on va former des ouvriers à la comptabilité, dont lui, comme il a expliqué, avec un collègue tuyauteur, ils vont expliquer la situation de l'entreprise aux autres ouvriers. C'est pas le comité direction, c'est pas le comité, le CE, etc. Non, 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 c'est les ouvriers qui vont expliquer aux ouvriers comment se porte l'entreprise, quels sont les derniers résultats, etc. Donc du coup, on bypasse totalement le discours, évidemment, des syndicats, du genre, il y a des patrons, etc., qui sont des méchants et tout et tout. Et il y a eu une réaction très intéressante de la CGT. C'était coupé en deux. La moitié des gens ont dit c'est génial, c'est ce qu'on espérait toute notre vie voir. On va travailler avec Bertrand Martin. Et l'autre partie qui ont appelé la centrale CGT, on a dit écoutez, ce gars nous pourrit la vie, on peut absolument plus rien faire dans cette boîte, il faut absolument me trouver un job ailleurs, moi je peux plus travailler ici parce que vraiment je peux plus rien faire. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir ça. Maintenant, donc c'est vraiment cette idée d'en fait, ils avaient créé un truc qui s'appelait les reporters. C'était un journal de communication interne auto-organisé. Ce qui voulait dire que Bertrand Martin devait des fois demander un droit de réponse, comme ceux qui ont bien connu le savent, dans son journal de communication interne. Ce qui n'est quand même pas le but en théorie. Et bien pourquoi? Parce que justement, quand il y a un problème, si on le brosse sous le tapis, ça va devenir une bosse où on va se prendre les pieds dans le tapis, comme aurait dit Bertrand Martin. Tandis que là, les problèmes sont abordés dans le journal, la direction répond, le journal n'est pas censuré, osez la confiance. On va écouter Mme Giordano, qui a été la DRH de toute cette expérience. Le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est management post-taylorien. C'est au-delà du management participatif. Parce que quand on pense à management participatif, on pense à des recettes. Je dirais que c'est au-delà de ça, un management pas autogéré, mais conduit directement par les personnes. Chaque acteur de l'entreprise prend en main son propre environnement et agit pour le bien de l'entreprise. Finalement, l'action est au niveau du terrain et la décision se situe au niveau de l'action. Donc il n'y a pas des managers qui décident et qui dirigent et des acteurs qui se contentent d'exécuter, c'est vraiment des acteurs qui sont vraiment acteurs de leur propre destin et acteurs du destin de l'entreprise, mais tous ensemble. D'un fonctionnement par subsidiarité, c'est-à-dire que tout ce qui peut être fait au niveau du terrain est fait au niveau du terrain. Et on ne remonte à la hiérarchie que ce qui nécessite un niveau de décision ou un niveau supérieur de prise de décision. Oui. Alors voilà quelques témoignages sur l'expérience qui nous vaut aujourd'hui d'être réunis donc avec EVH, mais je mettrai un bémol et c'est important. Le bémol est le suivant, ça c'est breveté Jean Stone aussi, c'est la théorie du zigzag. L'entreprise libérée c'est génial, ça marche dans plein des cas, mais il y a aussi plein d'échecs. Pourquoi il y a plein d'échecs? Parce qu'il n'y a pas de panacée. L'erreur de certaines personnes qui parlent d'entreprise libérée, c'est de penser que ça va s'appliquer partout et dans tous les cas. Or, le monde complexe est complexe. Par définition, il ne peut pas y avoir une recette unique qui va marcher dans tous les cas. Vous comprenez le problème? Et ça, j'ai bien étudié la question. J'en ai parlé avec le fameux Isaac Getz. Une seule fois, on s'est rencontré qu'une seule fois, et encore c'était la sortie d'un colloque, on n'a pas parlé longtemps. Et je lui ai dit, voilà, ici, tu fais l'entreprise libérée. Mais là, tu fais demi-tour, tu remets du contrôle, tu remets la hiérarchie. Ah oui, mais là, il ne faut pas oublier de faire l'entreprise libérée, et ainsi de suite. Alors il m'a dit, Jean, tu ne peux pas faire ça pour deux raisons. D'abord, tu n'es pas plus intelligent quand ça va mal que quand ça va bien. Donc tu ne fais pas l'entreprise libérée quand ça va bien, et tu reprends le contrôle quand ça va mal. Bertrand Martin, c'était exactement l'inverse. Il a fait l'entreprise libérée quand ça allait très mal. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit avec ce schéma. Regardez, là, ça va mal. Mais là, ça va mal aussi. Ça va même très mal. Bertrand Martin, il était là, et il a fait ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, pour faire l'entreprise libérée, il faut tenir compte de l'état de votre entreprise, d'abord l'état de vos salariés. Est-ce que vos salariés ont les yeux qui brillent ou pas? Ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, l'histoire de votre entreprise. L'histoire de votre entreprise. Et ensuite, troisièmement, évidemment, l'environnement de l'entreprise. Je m'explique. J'accompagne le groupe Assystem depuis plus de 25 ans. Il y a 25 ans, quand j'ai rencontré Dominique Lui, PDG d'Assystem, ils étaient ici. Ils étaient 300 personnes dans une boîte qui faisait essentiellement l'aide à la construction de centrales nucléaires en France, quand toutes les centrales nucléaires étaient en train de fermer. Donc, il n'y avait plus de jobs. Ils étaient 300, ils étaient à 95% en nucléaire. J'ai travaillé avec le PDG, Dominique Lui, j'ai fait intervenir Prigogine, que vous avez entendu tout à l'heure. J'ai fait intervenir Erwin Laszlo, que certains d'entre vous connaissent bien. J'ai fait intervenir des philosophes des sciences, j'ai fait intervenir des physiciens quantiques, etc. On s'est éclaté comme des fous, des astrophysiciens et tout et tout. Et j'ai expliqué toute la nouvelle vision du monde au cadre d'Assystem pour qu'ils aillent là et qu'ils aillent dans l'entreprise libérée. J'ai des magnifiques vidéos de Dominique Lui que je pourrais vous montrer qui expliquent tout ça. Et un homme très modeste d'ailleurs. Sauf qu'en 2000,
En 2000, ils étaient 8000. Ils sont passés de 300 à 8000. 95% en dehors du nucléaire. Alors qu'ils étaient à 95% en nucléaire. Assystem, c'est du prêt d'ingénieurs aux grosses entreprises. Par exemple, Airbus à 380, ils ont besoin de 1000 ingénieurs de plus. Ils ne vont pas licencier quand le projet est fini. Eh ben, ils les louent à Assystem, les 1000 ingénieurs de plus. Et c'est pareil pour les nouvelles usines Peugeot et Renault quand on les construit, pour le tunnel sous la Manche, pour les TGV, etc. etc. Donc, en 2000, il me présente son nouveau directeur général adjoint, que j'ai surnommé le tueur. Et je lui dis, bah, Dominique, on reste copains, mais moi, je ne peux pas t'aider à faire ça. Moi, je suis le consultant qui sait faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais je valide. Alors que certaines personnes lui ont dit en privé, et c'était la deuxième critique d'Isaac Getz. Isaac Getz me dit, avec raison cette fois-ci, Jean, si tu fais le zigzag comme ça, c'est horrible pour les gens. Tu leur as donné la liberté, maintenant tu leur reprends. En interne, des gens ont dit à Dominique Louis, mais enfin, on croyait que tu avais compris ce qu'enseigne Jean Stone. J'avais fait l'intervention de toute la boîte. On croyait que tu avais compris ce que dit Prigogine. Pourquoi tu fais ça? Et moi, je vous dis que si Dominique n'avait pas fait ça, eh ben, sa boîte aurait fait faillite depuis très longtemps. Sauf que, en 2008, il a licencié le tueur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le challenge à partir de 2008, c'est le même qu'en 90. Les nouvelles usines Renault et Peugeot, elles sont au Maroc ou en Inde, elles ne sont plus en France. Les Airbus sont montés à Tianjin, il faut changer de zone géographique. Et surtout, il faut changer de domaine. Assystem n'a jamais fait de biotechnologie. Ben maintenant, ils vont faire des biotechnologies, vous comprenez? Donc, depuis 2008, je travaille de nouveau avec la direction générale du groupe Assystem. Et nous sommes en 2017. Assystem, c'est aujourd'hui 14 000 ingénieurs. Dominique Louis, parti de rien, en 1990, il y a 27 ans, à 66% d'un groupe qui vaut 1 milliard d'euros. Et bien, vous savez quoi? J'ai plus d'admiration pour Dominique Louis que pour mon ami d'enfance Jean-Baptiste Rudel, qui a certes fait un truc super, mais qui a fait sa fortune en 2 ans. Et j'ai plus d'admiration pour Jean-Baptiste Rudel que pour Nassim Taleb, qui a fait gagner $1 milliard en une journée. Je viens de vous présenter 3 façons d'être milliardaire. Je ne bluffe jamais. Mais c'est pour Dominique Louis que j'ai le plus d'estime, parce que Dominique Louis, il aurait pu vendre 100 fois sa boîte, partir avec 100 ou 200 millions d'euros sous le bras, et à chaque fois il a dit niet, il a continué une aventure industrielle, et surtout, et ça c'est très rare, il a su faire le zig et le zag au bon moment. Il a su embaucher un type pour faire le tueur qu'il ne savait pas faire, et il a su licencier le type au bon moment. Et s'il n'avait pas fait ça, sa boîte n'existerait plus, il n'y aurait pas 14 000 jobs, et il ne serait pas milliardaire. Et ben voilà, l'une des 3 personnes à qui mon livre Les Clés du Futur est dédié, c'est Dominique Louis, et vous comprenez pourquoi. Parce que ça, c'est très rare. Donc voilà, ce bémol est très important à mettre pour l'entreprise libérée. Et donc ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, la grande chance que vous avez en tant que manager, c'est qu'il n'y a aucun SAP, aucun robot qui peut savoir si vous êtes dans le zig ou dans le zag. Si vous êtes là et que vous libérez l'entreprise, vous savez quoi? Ça va aller encore plus mal, ça fera une catastrophe. Si vous êtes là et que vous mettez du reporting, du contrôle, au lieu de faire du Bertrand Martin, ça va aller encore plus mal. Et la boîte va disparaître rapidement. Donc ça, 2 choses qu'aucun robot ne fera à votre place. 1, donner le désir de la mère. Et 2, faire le zig ou le zag au bon moment. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je ne veux pas trop développer et je n'ai pas le temps, d'entreprises, y compris de grands groupes français, qui ont tenté de faire l'entreprise libérée et qui se sont plantés dans les grandes largeurs parce qu'ils n'ont pas compris ça. Je ne vais pas donner de nom parce qu'en plus c'est des amis, mais bon. Mais ils ont écouté Isaac Getz, je suis moins influent qu'Isaac Getz dans certains endroits, et donc le fait de ne pas comprendre la théorie du zigzag, alors que l'entreprise libérée c'est formidable, c'est génial, c'est fabuleux, mais le fait de ne pas comprendre la théorie du zigzag, ça peut totalement vous polluer, vous détruire le truc. Voilà. Donc ça c'est très important parce qu'il y a des échecs à cause de ça en France. Donc maintenant on va faire le dernier point avant de conclure, et le dernier point, c'est ce qu'a annoncé notre ami Gilles au début, quand il a parlé des créatifs culturels, dans ce passage de l'avoir à l'être. J'ai déjà expliqué que le passage de l'avoir à l'être, c'est ces gens qui veulent un sens à leur vie, c'est ces gens qui vont se réunir à 1750 autour du docteur Moody le 4 février, mais il y a bien plus que ça. La personne qui m'aide à remplir la salle à 1750 à la Mutualité, c'est quelqu'un qui est très au fait des nouvelles médecines, etc. Elle travaille dans tout ce milieu-là. Elle a aidé des organisateurs, j'y étais pour rien, à remplir le Grand Rex. Le Grand Rex, c'est 1000 personnes de plus. 3000 personnes, le Grand Rex. Pour un type qui s'appelle Deepak Chopra. Certains d'entre vous sont avancés, donc connaissent Deepak Chopra. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas Deepak Chopra. C'est un médecin qui fait de la médecine quantique. Il soigne les stars d'Hollywood, soit Bill Clinton, etc. Ben, quand il vient à Paris, à 1 an d'intervalle, 2 fois le Grand Rex rempli, 2 fois 3000 personnes, et personne n'en parle.
Parce que c'est tous ces gens-là qui sont les invisibles, qui sont sous le radar des médias, qui sont sous le radar du monde actuel, de la presse actuelle, des télés actuelles, etc. Il y a tout un univers de gens. Alors des fois ils se révoltent, des fois ça donne des trucs comme le Brexit, etc. Des fois ils versent dans le populisme. Mais il y a tout un univers de gens qui sont insatisfaits avec le monde actuel. Et ces gens s'appellent les créatifs culturels. Essentiellement, vous verrez qu'il y a aussi les populistes, à ne pas confondre avec les créatifs culturels. C'est ce livre de deux sociologues, Ray et Anderson, qui est paru maintenant il y a 17 ans et qui est tout à fait validé dans les faits. Et ils disent, il y a 17 ans, il y a toute une série de gens qu'on n'a pas vu arriver, nous les sociologues. Avant, il y avait les anciens. Les anciens aux États-Unis, c'est les Tea Party, c'est les gens qui votent Donald Trump. C'est les gens qui disent c'était mieux hier, c'est horrible aujourd'hui, je suis paniqué, je veux qu'on construise des murs. Et puis, il y a les gens qui croient au progrès, c'est Google, c'est le transhumanisme, le progrès radieux de l'humanité. Et puis, il y a les gens qui rejettent les deux, qui rejettent avec la même violence les anciens et les modernes. Et ça, c'est nouveau. Et ça s'appelle les créatifs culturels. Et ils sont 80 millions aux États-Unis, d'après cette étude sociologique. Comment on les définit? Eh bien, on les définit comme ça. Regardez, chaque mot compte. Les créatifs culturels conjuguent avec bonheur l'écologie, l'alimentation biologique, le développement personnel, les médecines douces, l'implication sociale souvent locale, les valeurs féminines et une dimension spirituelle. Et oui, retour du spirituel. Ils sont au cœur d'une transformation active de la société dans un sens plus humain. Et ces gens-là, on les voit partout. Les gens dans le livre, quand on le lit, ils disent « Je croyais que j'étais le seul de mon espèce, mais avec Internet, j'ai vu qu'il y avait des millions de gens comme moi. » Aujourd'hui, ces créatifs culturels représentent 30% des gens en Europe et aux États-Unis et au Japon. Mais ils ne sont pas au même endroit. Plus vous allez en Europe du Nord, plus il y en a. Plus vous allez en Europe du Sud, moins il y en a. Plus vous allez au centre des États-Unis, moins il y en a. Plus vous allez sur les côtes, Est comme Ouest, c'est pas la Californie, plus il y en a. Il ne faut pas croire, il ne faut pas se tromper que ça c'est réservé aux bobos, vous savez les fameux bobos du Marais. Ben non. Moi je viens de Préchac. Préchac c'est un village de 1000 habitants, sud de la Gironde, très pauvre quand je suis né, parce que ce n'est pas l'endroit où il y a les vignes très riches du Bordelais, c'est dans la forêt des Landes. À Préchac en Gironde, j'ai identifié 5 foyers de créatifs culturels locaux, des amis d'enfance à moi, qui sont des créatifs culturels à Préchac en Gironde et qui se comportent totalement différemment du reste de la population. Certes, à Préchac en Gironde, la majorité de la population est encore dans le trip télé-réalité, hypermarché, tiercé. On s'abrutit dans la télé-réalité, on fait ses courses à hypermarché et on joue au tiercé. Certes, ce n'est pas une vie très porteuse de sens. Mais il y a déjà des foyers de créatifs culturels à Préchac en Gironde. Et ça, c'est un changement global, un changement de civilisation. Le jour où ces gens-là seront majoritaires, vous voyez, les changements de société se font progressivement, organiquement. Les porteurs de nouvelles valeurs sont temporairement isolés. Une fois qu'il y aura une masse critique, eh ben poum, on va changer de civilisation. Et c'est la dernière révolution, la révolution sociétale. La révolution sociétale, c'est ça, ce changement, ce passage effectivement de l'avoir à l'être, cette volonté d'avoir un sens à sa vie, de retrouver le sens de la spiritualité, les médecines douces, etc. Alors, un dernier point avant de conclure, c'est pas anecdotique pour certains d'entre vous, mais ça va vous paraître anecdotique, c'est le passage du dromadaire au chameau. C'est très important le passage du dromadaire au chameau. Pourquoi? Parce que regardez, le chameau, le dromadaire n'a qu'une bosse. Ça, c'est les produits bas de gamme sur la queue. Ça, c'est le produit milieu de gamme et ça, c'est les produits haut de gamme. Les marchés sont organisés comme ça, ils sont en dromadaire. Tandis qu'un chameau, regardez, il y a la bosse ici, puis il y a 2 bosses. Et j'ai choisi exprès un chameau, il n'est pas photoshopé, dont la deuxième bosse est plus petite que la première, parce que les gens riches, mais il y en a moins que les gens pauvres. Mais le truc, c'est que même les pauvres, avant les riches allaient en vacances au Danieli à Venise, et les pauvres allaient à Palavas des Flots. Et bien aujourd'hui, les pauvres, ils vont bouffer des pâtes pendant 6 mois pour se payer l'expérience unique de leur vie, une journée au Danieli à Venise. Mais ils vont y aller avec EasyJet parce qu'ils n'auront pas l'argent de se payer Air France. Et les riches, allez chez Lidl, chez Leader Price. Il y a des BMW et des Mercedes sur le parking de Lidl. Si un produit n'a pas de sens, je l'achète le moins cher possible, même si je suis riche. Si un produit est porteur de sens, je vais l'acheter même si je suis pauvre. Évidemment, la bosse est plus petite parce qu'à la fin du mois, on n'a plus d'argent, on retourne là. Mais regardez, le poulet sans antibiotiques de Carrefour. Aucune publicité. Vous n'avez pas entendu parler de ce poulet. 400% au-dessus des prévisions de vente. Parce qu'on sait bien que si on donne trop d'antibiotiques aux enfants, les bactéries des enfants sont résistantes aux antibiotiques plus tard, ils ont moins de chances d'être soignés. Donc les mères de famille, même pauvres, achètent le poulet, qui est beaucoup plus cher, sans antibiotiques. Carrefour, c'est même plus où en trouver des poulets sans antibiotiques, tellement ça marche. Et il n'y a pas de publicité. Par contre, à la fin du mois, on reprend le poulet pas terrible, nourri avec on ne sait pas trop quoi. Vous voyez. Donc ça, le passage dromadaire au chameau, c'est vital pour plein d'entreprises. Pourquoi? Je suis en train de vous dire que je vois régulièrement les directeurs d'hypermarchés Auchan. Et je leur demande, vous êtes dromadaire ou chameau? Alors, comme je suis Auchan, ils me connaissent bien, et bien évidemment, ils savent ce que je veux dire. Et bien, les 2/3 des régions françaises sont déjà passées au chameau, d'après les tests que je fais avec les directeurs d'hypermarchés Auchan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où sont positionnées la plupart des entreprises, il n'y a plus rien.
Vous allez perdre votre culotte si vous êtes là. Ouais. J'étais devant 1000 pharmaciens en septembre dernier, groupement Giffard, c'est le premier groupement français de pharmaciens. Je leur présente ça et ils disent « Ah, c'est mauvais pour mon rayon cosmétique ». Je dis « Ah bon, j'y aurais jamais pensé ». Oui, parce qu'ils m'expliquent, la cosmétique bas de gamme est en hypermarché. La cosmétique haut de gamme, c'est des réseaux de diffusion spécialisés. La cosmétique milieu de gamme, elle est en parapharmacie, dans les rayons des pharmaciens. Et ben voilà, avec mon analyse, dromadaire chameau, un pharmacien peut déduire lui-même que le chiffre d'affaires de son rayon cosmétique va baisser. Cet outil-là, vous pouvez l'avoir dans plein de domaines, c'est un outil très très puissant, mais je n'ai pas le temps d'en dire plus puisqu'il faut conclure. Et on va conclure, comme j'ai promis, j'ai bien respecté les temps, donc je conclue avec 3 slides, et pas un seul, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une façon de conclure un topo comme ça, évidemment. Alors, 3 façons de conclure. La première, je vous ai promis, en tant que prospectiviste Jurassic Park, que tout ce que je vais vous dire sera important au XXIe siècle, mais évidemment qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes que je ne connais pas. Et je ne peux pas vous dire quand. Alors voilà ce qui va être important au XXIe siècle, ça je vous le garantis. C'est les pratiques de consommation pair à pair, ça va exploser, la désintermédiation, le bon coin puissance 1000. Les nouvelles formes de production grâce aux imprimantes 3D qui vont changer énormément de business et qui vont donner énormément de pouvoir aux gens. Les puces RFID, les objets connectés, on a vu le potentiel des objets connectés, mais ça pose aussi le problème de l'interface homme-machine et le problème de l'intelligence artificielle. Jusqu'où ira l'intelligence artificielle à surveiller de très très près, chers amis. Ensuite, le passage du dromadaire au chameau, je viens de vous l'expliquer. Le développement de l'économie circulaire et de l'écologie positive. On a vu à quel point l'économie circulaire et l'écologie positive, c'était des choses essentielles. Les possibilités offertes par la longue traîne, où il y a votre deuxième job de demain. Et votre troisième job, il est où? Il est sur Kickstarter, sur KissKissBankBank, sur Woolele. Il est dans le financement collaboratif. Vous avez une super idée, vous la faites financer et vous devenez riche, voire millionnaire. C'est votre deuxième job, la longue traîne, votre troisième job, financement collaboratif. Demain, on aura tous 3 jobs, parce que plus vous aurez de cordes à votre arc, plus vous aurez de chances de survivre à la révolution en cours, c'est évident. Ensuite, évidemment, la nouvelle économie, gagner de l'argent avec la gratuité. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête par rapport au monde de demain. Ensuite, le monde de demain va avoir 2 formes de capitalisme qui vont coexister. La forme en rouge ne va pas disparaître. La forme en verte n'est pas utopique, contrairement à ce que pensent les gens des 2 camps. Les utopistes pensent que le rouge va disparaître et les gens du rouge pensent que le vert est utopique. Eh bien, les couleurs ne sont pas politiques. Mais le monde rouge, entre guillemets, c'est le monde classique. Il est basé sur les capitaux et les machines, la production au prix les plus bas, la notation financière, tandis que le monde d'en face, c'est le monde dont on a parlé toute cette matinée. C'est le monde basé sur l'information, l'intelligence, l'éthique, la créativité. Hein? Mais attention, la forme de résistance au capitalisme est en train de changer. Ce qui vous menaçait une entreprise hier, c'était Olivier Besancenot ou Mélenchon qui débarque avec la CGT pour expliquer que le patron est un salopard. Aujourd'hui, ce qui vous menace, c'est un film sur YouTube qui va ruiner la réputation de votre entreprise. Aujourd'hui, ce qui vous menace, c'est un gars comme Michael Moore qui fait des films super marrants quand il est en contour Wall Street avec les bandes jaunes qu'on utilise dans les scènes de crime américaines, vous savez, pour délimiter une scène de crime, il délimite Wall Street le matin au petit matin avec ça, et il prend un porte-voix et il crie aux financiers « Sortez tous les bras en l'air, vous êtes cernés ». Bon, c'est super marrant, c'est filmé, ça a beaucoup plus de poids que 1000 manifs de Besancenot ou de Mélenchon. Donc la façon de résister au capitalisme est aussi en train de changer radicalement. Les entreprises doivent faire très attention à ça. Et ensuite, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le long terme, c'est mieux que le court terme. Quand vous avez de la stabilité, regardez la pauvre Madame Bettencourt. Il faut lui rendre hommage sur une chose, c'est qu'elle existe. Ça fait même 95 ans qu'elle existe. Et parce qu'elle existe depuis 95 ans, eh bien, L'Oréal peut avoir un plan stable de développement. J'ai comparé l'action de L'Oréal depuis 30 ans, donc la fortune de Mme Bettencourt, avec Kramer, Kravers et Roberts. C'est les pires raideurs de la planète. C'est des gens qui se foutent totalement de l'éthique de l'entreprise, de tout ce que vous voulez. Ils rachètent les boîtes, ils les coupent en morceaux, ils les revendent en moins de 3 ans et ils se font du bénéfice. Eh bien, ils sont 8 fois moins riches sur les 30 dernières années. Malheureusement, ils sont milliardaires, mais ils sont 8 fois moins riches que Mme Bettencourt. L'augmentation de leur fortune est 8 fois moindre. Donc, de pouvoir penser le long terme, eh ben, c'est quand même pas si mal. Ensuite, dernière façon de conclure, et on va s'arrêter là, c'est pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. C'est les 3 étapes de l'humanité. Regardez en haut. En haut, il y a le monde pré-moderne. Ce qui compte, c'est le nombre de soldats ou de paysans ou d'esclaves. Si vous avez beaucoup de paysans, vous êtes très fort. La Chine était le pays le plus riche du monde parce que c'était le plus nombreux. Beaucoup de paysans, c'est-à-dire beaucoup de bouffe, donc beaucoup de richesses. Ensuite, on passe dans le monde capitaliste. Il y a 40 ans, la Chine était déjà le pays le plus nombreux de la planète. Mais tout le monde s'en foutait, les Chinois, parce qu'ils n'avaient pas les machines. Ce qui compte dans le capitalisme, c'est la machine, la force mécanique. Aujourd'hui, les Chinois ont les machines, alors là, oulala, ils sont vachement dangereux. Mais attention, demain,
et déjà aujourd'hui, le post-capitalisme, ce qui compte, c'est la force intellectuelle. Regardez, force physique, force mécanique, force intellectuelle, Moyen-Âge, modernité, postmodernité. Et là, 80 millions de gens aux États-Unis, 30% des gens sont déjà en stade 3. Mais, ça ne s'arrête pas là. Ici, il y a la magie. Le fondamentalisme religieux. On ne comprend pas grand-chose au monde. On se réfugie dans l'idée que Dieu a parlé dans la Bible et dans le Coran et qu'il ne faut pas changer une ligne. Sinon, on a une fatwa sur la tête, comme Salman Rushdie. Mais là, on passe au scientisme. Dieu, ça devient en quelque sorte une option. C'est comme vous avez par exemple la bagnole, vous pouvez rouler avec la clim cassée, vous pouvez rouler avec le moteur cassé. Dieu, c'est la clim, c'est plus le moteur dans le monde moderne. Parce qu'on a une vision scientiste, et donc le monde moderne est matérialiste. Mais Prigogine, dans la première intervention que je vous ai montrée ce matin, qui était essentielle, Prigogine et bien d'autres, j'aurais pu vous parler de physique quantique, d'astrophysique, du théorème de Gödel, tout ce qui est dans mon autre livre, Notre excellence à l'insens, c'est résumé pour ceux qui ont le futur au chapitre 3 et 4. Mais bon, on ne peut pas faire tout en un. Mais donc, dans d'autres livres, j'ai montré comment il y a une nouvelle vision du monde qui réintroduit une ouverture. Ce que Prigogine vous a dit. Prigogine a dit que ce monde était une chimère. Le monde du scientisme, le monde du contrôle absolu est une chimère. Donc le nouveau monde ouvre une porte à la spiritualité. Une spiritualité tolérante, une spiritualité ouverte qui inclut la religion, bien sûr. La religion fait partie de la spiritualité, mais c'est plus étroit que la spiritualité. Mais ça inclut le retour religieux. Mais qui dit retour religieux dit Ben Laden. Et l'État islamique, c'est qui ces gens-là? C'est des gens du stade 2 qui ont vomi le stade 2 pour revenir au stade 1. Tous les terroristes du 11 septembre, vérifiés, ont un diplôme d'ingénieur d'une grande université occidentale. Tous. Ce n'est pas des mecs qui sortent d'une grotte en Afghanistan. Au même moment, qu'est-ce qui se passe? Les gars qui votent Donald Trump, c'est des gens du monde moderne qui, paniqués par ce qui est en train de se passer, par ce changement de civilisation, reviennent au monde pré-moderne. C'est exactement ça, voyez. Et vous avez aujourd'hui quoi? Donald Trump, c'est le gars qui a surfé sur ça. Obama a été élu grâce à l'apport des créatifs culturels. C'est absolument référencé. Les créatifs culturels sont des gens majoritairement insatisfaits avec l'offre politique. Et ils sont allés pour la première fois voter. Et ils ont voté Barack Obama en 2008-2012. Il manque 6 millions de voix aux élections américaines de 2016. 6 millions de gens sont restés chez eux. Et c'est eux, les créatifs culturels. Ils sont plus de 6 millions. Et 6 millions d'entre eux sont restés chez eux. Parce que Hillary Clinton est vécue comme l'image même du stade moderne, c'est-à-dire du matérialisme, du monde moderne. Et Donald Trump, lui, il a très bien compris ce qui se passe et il a dit « je vais surfer sur tous ces gens qui vomissent la modernité et qui reviennent là ». Et c'est ça, évidemment, les risques de populisme que nous avons aussi en France. Donc, regardez, Donald Trump, Hillary Clinton, Barack Obama, toute la politique américaine, claire et nette, expliquée comme ça, il n'y a pas de problème, c'est très clair. Vous voyez? Donc maintenant, pour conclure, regardez bien, le monde n'a jamais été aussi complexe parce que vous avez les hindous et les chinois, il ne faut pas les oublier. Ils tapent à la porte du stade 2. Le premier marché de Rolex, de Ferrari, de Rolls-Royce, c'est la Chine. Ils sont dans l'avoir, comme nous dans le passé. Nous avons donc les gens du stade 1 qui tapent à la porte du stade 2, ils sont nombreux. Les 30% de gens du stade 2 passés au stade 3, les gens du stade 2 qui reviennent aux États-Unis comme dans le monde arabe, dans des endroits très différents. Vous avez ce retour au stade 1. Donc voilà mes 3 clés de compréhension finale. Vous avez les choses à surveiller, vous avez les 2 modèles de capitalisme, les 3 étapes de l'humanité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait devant vous? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait un tableau pointilliste. Vous avez déjà vu les tableaux pointillistes? C'est plein de petits points, de petits points, de petits points, de près on ne voit rien. Mais quand on prend du recul, on se dit, ah ouais, là ça a du sens, c'est une maison ou c'est un arbre. J'espère avoir fait un tableau pointilliste du futur. Ceux qui pourront revoir la conférence qui sera mise sur Internet, je crois, par EVH, ceux qui pourront éventuellement se procurer le livre s'ils le veulent, et ceux qui pourront simplement se remémorer leurs notes de cet exposé, j'espère que ça va dans leur tête maturer pour faire ce fameux tableau pointilliste du futur. Mais la dernière chose que je vous dirais, et le dernier conseil que je vous dirais, c'est deux choses. Soyez toujours à l'écoute. Soyez toujours à l'écoute d'idées nouvelles. Soyez toujours capable de remettre en cause vos certitudes. Soyez toujours capable de vous former tout au long de la vie. Soyez toujours capable donc d'être à l'écoute de tout ce qui est en train de se passer parce que c'est ça qui est essentiel. Et la deuxième chose, c'est envisager l'inenvisageable. Aujourd'hui, vous êtes là, mais demain, peut-être avec Kickstarter, vous serez millionnaire dans un autre truc complètement différent. Le monde est un monde de potentialités extraordinaires, de risques aussi, mais de potentialités extraordinaires. Pour ça, il faut être ouvert et il faut être prêt à envisager l'inenvisageable. Je vous ai montré des tas d'exemples d'innovation. C'est vraiment ça, c'est envisager l'inenvisageable. Faites preuve
d'inventivité, d'imagination, et soyez toujours à l'écoute. Et vous pourrez surfer sur la vague qui arrive de ce monde de demain. C'est ce que je vous souhaite. Merci.